Bonjour à toutes et à tous. Avant d'entrer dans le vif du sujet de cette vidéo, je voudrais vous faire part d'une magnifique synchronicité que j'ai vécue aujourd'hui. Cette vidéo repose en partie sur les travaux de Jérémy Narby, qui est un brillant anthropologue suisse, qui a écrit un livre absolument passionnant, qui est intitulé « Le serpent cosmique, l'ADN et les origines du savoir ». Alors ce livre a été publié pour la première fois en 1995 et il a été réédité en 2012. Alors j'avais acheté ce livre il y a quelques années, je l'avais lu, je l'avais étudié, j'avais vraiment beaucoup aimé ce livre, et puis je cherchais ce livre dans ma bibliothèque qui compte à peu près 3000 livres, puis j'avais du mal à le retrouver, je ne savais pas où je l'avais mis. Il y a 3 jours, je retrouve ce livre. Et quand je retrouve ce livre, j'ai une grande satisfaction, parce que je me dis, bon, je vais me replonger dedans, et ça va m'aider pour faire cette vidéo. Et comme par hasard, aujourd'hui, je vais à Lyon, à la Fnac, et je déambule dans les rayons, et puis j'arrive au rayon sciences sociales. Et là, qu'est-ce que je vois? Au rayon des sciences sociales, je vois 5 exemplaires du serpent cosmique de Jérémy Narby, livre qui vient d'être réédité en août 2024, il y a seulement quelques jours. Alors en voyant ces 5 exemplaires, tout neufs, je dis c'est absolument incroyable. Il y a une suite de, disons, de coïncidences, le fait que je fasse une vidéo sur l'ADN, et que cette vidéo repose en partie sur les travaux de Jérémy Narby, et que j'étais à la recherche de ce livre dans ma bibliothèque que je ne trouvais pas, que je retrouve finalement il y a 3 jours, que j'en sois vraiment très heureux, et que lorsque je vais à la Fnac, je tombe sur 5 exemplaires du serpent cosmique. Bon, ça fait beaucoup de coïncidences, et bon, pour moi ces coïncidences, elles font sens. Et je les interprète comme étant un signe, je dirais, plutôt favorable pour la préparation de ma vidéo sur l'ADN. Et je crois en effet que je suis sur la bonne voie. Merci. Nous allons aborder aujourd'hui, comme je l'ai dit, un sujet passionnant et complexe. Il s'agit de l'ADN, l'ADN humain. Alors cet ADN qui est assimilé par Jérémy Narby au serpent cosmique, et qui, dans la tradition, est assimilé par les hermétistes au caducée. Nous verrons dans cette vidéo que dès que l'on cherche à comprendre ce qu'est l'ADN, on se trouve vite confronté à des questions fondamentales qui n'ont pas encore trouvé de réponse définitive à ce jour. Avec ce formidable ordinateur biologique qu'est l'ADN, nous sommes confrontés à une énigme qui prend la forme d'un code. C'est ce que j'appelle le code source, qui est un système d'information encore plus mystérieux que celui que nous connaissons déjà et qui est étudié par la science. Notons que l'expression ordinateur biologique n'est qu'une approximation, car il est certain que l'ADN est beaucoup plus qu'un système matériel, porteur et manipulateur d'informations, dans le sens informatique que l'on donne à ce terme aujourd'hui. N'oublions pas que la macromolécule d'ADN est la forme de stockage de l'information la plus dense connue à ce jour. C'est la plus dense connue à ce jour. Alors il y a 2 façons très différentes d'étudier et de comprendre l'ADN. Premièrement, il y a l'ADN in vitro, c'est-à-dire un ADN qui est enfermé dans un tube à essai. Et puis il y a l'ADN in vivo, c'est-à-dire cet ADN qui est dans son milieu vivant et dynamique. In vitro, l'ADN est un ADN mort qui est extrait de son contexte vibratoire vivant et qui est réduit à ses composants de base. In vivo, nous avons au contraire affaire à un ADN vivant et dynamique
qui révèle ses formidables propriétés et ses liens avec une réalité mystérieuse que j'appelle le code source, qui sous-tend toute forme de vie sur notre planète. L'ADN est tout sauf une machine dans le sens matérialiste et technoscientifique du terme qui prévaut aujourd'hui. Alors les questions fondamentales que soulève l'étude de l'ADN sont nombreuses, mais elles concernent principalement l'origine de la vie sur notre planète, la nature même de ce qu'on appelle le vivant, la nature fondamentale de la conscience, comment s'opère le lien entre la conscience et le corps dans l'être humain, et où s'établit exactement la connexion entre le corps et la conscience. L'étude de l'ADN concerne aussi la question de savoir s'il existe des civilisations très évoluées dans notre galaxie qui auraient pu apporter la vie sous forme d'ADN sur notre planète. Enfin, notre ADN, c'est une question qu'on peut se poser, notre ADN est-il connecté à des dimensions situées en dehors de l'espace et du temps? Voilà le genre de questions absolument passionnantes que soulève l'étude de l'ADN. Alors parmi les découvertes récentes qui remettent en question les explications, je dirais, classiques, jusqu'ici proposées pour rendre compte des mécanismes à la base du vivant, certaines de ces explications scientifiques font intervenir les effets de la mécanique quantique. Nous savons par exemple que l'ADN pose un problème de physique pure qui est que sa balance énergétique n'est pas équilibrée. Il faudra en effet, pour que cette structure si particulière qu'est l'ADN se maintienne telle qu'on l'observe, il faudrait plus d'énergie qu'elle ne semble avoir à sa disposition. D'où l'idée d'un groupe de chercheurs de l'Université de Singapour de tester l'effet d'intrication quantique sur l'ADN. Alors les travaux de ces chercheurs aboutissent à un modèle d'ADN dans lequel c'est l'intrication quantique qui serait à la base de l'existence de l'ADN et partant de la vie en général. De son côté, le magazine de vulgarisation scientifique Science et Vie reconnaît que les trois piliers de la vie que sont s'alimenter en énergie, s'activer et se reproduire, que ces trois activités défient les principes de la chimie classique. Aujourd'hui encore, les biochimistes sont incapables d'expliquer comment les organismes vivants réussissent à assurer ces trois fonctions essentielles. Dans le corpus classique, je dirais, rien ne permet de justifier l'extraordinaire rendement énergétique de la photosynthèse, par exemple, l'impressionnante efficacité de l'activité enzymatique et aussi l'incroyable stabilité de l'ADN. Rien dans le corpus des sciences classiques ne permet d'expliquer ces trois phénomènes qui restent encore mystérieux pour le moment. Le concept de code source, qui est à la fois le centre et le fondement de cette structure extraordinaire qu'est l'ADN, implique aussi des effets quantiques. Le code source est la clé qui permet de comprendre comment la macromolécule joue un rôle intermédiaire entre le visible et l'invisible, entre notre monde matériel et une réalité située au-delà de l'espace et du temps. Il existe une très grande variété de codes que nous utilisons tous les jours dans notre vie. Bon, on connaît le code de la route, le code civil, etc. Nos codes secrets pour consulter nos comptes bancaires sur Internet, les codes barres sur les produits que nous achetons, et puis tous les codes informatiques qui font fonctionner nos ordinateurs, nos tablettes, et puis nos téléphones portables, etc. etc. Notre vie quotidienne est envahie par les codes. Alors la notion de code apparaît donc comme un ensemble de règles, de processus techniques et de lois que nous sommes invités à respecter. On est obligé de passer par eux pour pouvoir effectuer, je dirais, nos actions dans la vie quotidienne. Alors il n'est pas difficile de faire des rapprochements entre
le code binaire des informaticiens, d'un côté, et puis le code génétique de l'ADN d'un autre côté. Dans les deux cas, il s'agit de codes qui servent soit à faire fonctionner un ordinateur, pour le code binaire, soit à faire fonctionner, entre guillemets, un organisme vivant avec le code quaternaire. Si le code binaire informatique est composé de suites de 0 et de 1, le code de l'ADN utilise un code quaternaire qui sont ce qu'on appelle les bases azotées ou bases nucléiques, qui sont au nombre de 4. On a premièrement la base adénine notée A, la base thymine notée T, la base guanine notée G, et quatrièmement la base cytosine notée C. Alors si nous utilisons le code binaire dans nos ordinateurs, c'est parce que nos transistors ne peuvent avoir que 2 sorties. C'est-à-dire que soit le courant passe, soit le courant ne passe pas. C'est la base de tout le système logique sur lequel est fondée notre informatique. Par analogie avec l'informatique, l'utilisation du code quaternaire dans les organismes vivants suppose, lui aussi, 4 sorties. Le code informatique suppose 2 sorties, le code quaternaire suppose 4 sorties. Ou 4 états de base sur lesquels est construit ce code. Alors la question qui se pose est celle de savoir qui est le programmeur qui a écrit le code source du vivant. Parce que comme en informatique, il y a aussi un code source qui est écrit par un programmeur. Donc, si on poursuit l'analogie, il y a aussi certainement dans le vivant un programmeur qui a écrit le code source du vivant. Si en informatique, ce qu'on appelle le compilateur est un programme qui permet la conversion du code source au code binaire, comme par exemple C++, Python et Java, la question que l'on est en droit de se poser, c'est que existe-t-il au sein de l'ADN l'équivalent de ce compilateur informatique? Existe-t-il un compilateur du vivant qui permettrait la conversion du code source du vivant en code quaternaire de l'ADN? Bien qu'il reste encore entouré de mystères, je peux déjà dire que le code source est ce que j'appelle de l'information pure, et que cette information pure n'est autre que ce que j'appelle la conscience lumière. La conscience lumière. Le concept de code suppose une intelligence ou une conscience qui soit capable de le créer et de le comprendre. Si le code sert à transmettre de l'information, cette dernière est interprétée par une conscience et par une pensée subjective qui donne sens à cette information. La notion de code est donc indissolublement liée à celle d'information et à la transmission de cette dernière. Un code est un système organisé de signes ou de signaux qui sert à transmettre de l'information. Et cette information va donner forme à une réalité. C'est ce qu'on voit avec les ordinateurs. À partir de 0 et de 1, eh bien, on a toutes les images virtuelles qu'on voit dans le métavers, sur le net, etc. Pour la science matérialiste, ces notions de projet, d'intelligence et de conscience n'existent pas dans la nature. Ça n'existe pas dans la nature. Pour la science matérialiste, la vie ne serait que le résultat d'une suite aveugle et mécanique de hasard. Ce qui pose problème, en définitive, c'est la complexité extraordinaire de l'organisation interne des formes vivantes. La question, c'est d'où vient cette complexité du vivant? D'où vient cette complexité du vivant? En effet, rien n'est simple dans le vivant, et la molécule d'ADN représente le summum de cette complexité. La complexité de la molécule d'ADN apparaît immédiatement si nous songeons à ces 3,2 milliards de paires de bases associées, c'est-à-dire à ce qu'on appelle ces nucléotides, dont l'ordre de présentation
qui est unique pour chaque génome, porte, maintient et transmet la totalité de l'information génétique d'un seul individu. L'ADN est le langage de la vie, dans le sens le plus littéral du mot langage, c'est-à-dire que c'est un système de signes doté d'une sémantique et d'une syntaxe. L'ADN est l'assemblage d'informations le plus dense et le plus élaboré que nous connaissions sur notre planète et même dans l'univers. Il n'existe aucune structure matérielle dans notre univers, à part peut-être notre cerveau, qui puisse conserver et traiter autant de données avec autant d'efficacité que la molécule d'ADN. On peut dire, sans se tromper, que notre ADN est un petit bijou d'ingénierie. L'ADN est comme le maître d'œuvre qui dirige tout le programme de construction et de réparation du corps humain. Tout part de l'ADN et tout est fait à partir de ses instructions. La complexité de l'ADN est proprement époustouflante. C'est vraiment extraordinaire. Alors la structure de la double hélice de l'ADN est repliée sur elle-même des centaines de milliers de fois. Des centaines de milliers de fois. Alors si on prend comme exemple, vous savez, les câbles des anciens téléphones à fil qui n'arrêtaient pas de s'entortiller lorsqu'on les prenait ou lorsqu'on essayait de les ranger, eh bien, notre ADN, in vivo, c'est-à-dire dans son milieu vivant d'origine, des millions de fois plus ténu que le câble de notre téléphone qui s'enroule constamment, des millions de fois plus long que ce câble, des millions de fois plus concentré, se dédouble de bout en bout, en quelques heures, sans s'entortiller, ni faire le moindre nœud à raison de 100 bases par seconde et par réplicon, et tout cela dans un synchronisme parfait, et toutes ces réplications sont effectuées avec une fidélité quasiment absolue. Alors je rappelle brièvement qu'un brin d'ADN fait en moyenne 2 nanomètres de diamètre, c'est-à-dire 10 puissance moins 9 mètres. Que la longueur de l'ADN dans chaque noyau de cellules humaines est environ de 2 mètres, et que le corps humain, dans sa totalité, compte environ 100 000 milliards de cellules. 100 000 milliards de cellules. Alors pour avoir une idée de la longueur de l'ADN que comporte notre corps, on multiplie 100 000 milliards par 2 mètres. Ce qui donne un chiffre absolument considérable. Je rappelle aussi que le réplicon est l'unité de réplication de l'ADN et qu'il y a environ 50 000 réplicons dans le génome humain. Et enfin que le taux d'erreur dans la réplication des données, lorsque l'ADN se divise et se reconstitue, est d'une base erronée par millions de bases incorporées. Donc le taux d'erreur, lorsqu'il y a division et reconstitution d'un nouvel ADN, est vraiment extrêmement minime. Dans le monde vivant, nous connaissons environ 500 acides aminés, dont environ 149 sont présents dans les protéines, mais seulement 22 acides aminés fondamentaux sont codés par le génome des organismes vivants. Seulement 22 acides aminés fondamentaux. Alors le problème est que pour obtenir une protéine, il faut 22 acides aminés différents qui doivent se combiner d'une façon extrêmement précise. Ce n'est pas du tout de façon aléatoire. Il y a un ordre précis dans la combinaison des acides aminés. Or, la précision de cette combinaison d'acides aminés est telle que la probabilité d'obtenir cette longue chaîne d'acides aminés de façon totalement aléatoire, c'est-à-dire par le hasard, est absolument infime. Cela représente une chance sur 22 exposant 200, c'est-à-dire 22 puissance 200 ou 22 multiplié 200 fois par lui-même. Alors pour donner une idée de la grandeur de ce chiffre, il faut savoir qu'on estime qu'il y a à peu près 10 puissance 83 atomes dans l'univers. 10 puissance 83 atomes dans l'univers.
La probabilité d'obtenir de façon totalement aléatoire la bonne combinaison d'acides aminés qui formeront une protéine est quasiment inexistante. Donc cette chaîne d'assemblage des acides aminés, il semblerait qu'elle ne soit pas due au hasard. Pour créer une cellule, il faut non seulement des protéines composées de la bonne combinaison d'acides aminés, qui sont au nombre de 22, comme je l'ai dit, mais il faut aussi de l'ADN, ainsi qu'un langage de traduction entre la protéine et l'ADN, puisque les protéines sont codées et construites grâce à l'ADN. Alors il est important de souligner qu'aucun assemblage de protéines ne peut se faire spontanément. Aucun assemblage ne peut se faire spontanément. Pour assembler les protéines, il faut de l'ADN. Il existe deux types d'ADN. Premièrement, celui qui est logé à l'intérieur du noyau de la cellule et qu'on appelle ADN nucléaire. Et deuxièmement, l'ADN mitochondrial, situé à l'intérieur des mitochondries, qui sont elles-mêmes situées à l'intérieur du cytoplasme de la cellule. L'ADN nucléaire est l'ADN qui est localisé dans le noyau des cellules eucaryotes sous forme de chromosomes. Cet ADN est hérité pour moitié du père et pour l'autre moitié de la mère. Les cellules eucaryotes, alors eucaryote ça veut dire un vrai noyau, les cellules eucaryotes possèdent un vrai noyau qui est isolé du cytoplasme par une membrane. C'est le noyau de la cellule qui héberge l'ADN. Ce noyau est comme le sanctuaire où est abrité l'ADN. La structure standard de l'ADN est une double hélice droite composée de deux brins complémentaires. Chaque brin d'ADN est constitué d'un enchaînement de ce qu'on appelle les nucléotides, qui sont composés de bases azotées, aussi appelées bases nucléiques ou nucléobases, et composés aussi de sucre ou désoxyribose et de groupements phosphates. La longueur des molécules d'ADN est comptée en paires de bases. La molécule en double hélice de l'ADN a un diamètre de 2 nanomètres, soit environ 2 milliardièmes de mètre. Des études récentes ont montré que l'ADN humain émet des biophotons. Des biophotons. Alors le biophoton dont je parle est un photon d'origine biologique qui n'est pas le produit d'une réaction chimique qui est responsable de ce qu'on appelle la bioluminescence de certains organismes vivants, comme les algues par exemple. L'origine des biophotons émis par l'ADN reste encore mystérieuse. Des chercheurs ont découvert que l'ensemble des biophotons de l'organisme humain constitue un champ cohérent porteur d'informations. Le biophysicien allemand Fritz Albert Popp, inventeur du concept de biophotons en 2002, définit les biophotons par l'intensité de leur émission à la surface des tissus vivants, qui est de l'ordre de environ de 10 à 1000 photons par centimètre carré et par seconde. Fritz Albert Popp et ses collaborateurs ont démontré que des biophotons s'accumulent dans des petites cavités de la macromolécule d'ADN qui sont appelées des exciplex. Alors schématiquement, ces cavités sont constituées de deux bases se faisant face sur les deux brins de l'ADN et les exciplex fonctionnent comme des lasers. Alors, rappelons qu'un laser est une cavité qui résonne à une certaine fréquence de la lumière, comme un son peut résonner dans un récipient creux.
en résonnant, cette microcavité accumule cette lumière de façon cohérente. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une lumière faite de photons ayant la même fréquence. Puis la microcavité projette cette lumière sous la forme d'un faisceau lumineux à l'extérieur de l'ADN. L'ADN accumule des biophotons qui sont guidés le long de sa structure hélicoïdale, puis qui sont dirigés vers l'extérieur. Quand je dis vers l'extérieur, cela peut vouloir dire vers une autre cellule qui est proche, située dans l'organisme, et même vers un autre organisme qui peut être très éloigné. La longueur d'onde à laquelle l'ADN émet ces biophotons correspond exactement à la bande étroite de la lumière visible, c'est-à-dire qui part de l'infrarouge jusqu'à l'ultraviolet. Cette émission a pour particularité d'exhiber un degré étonnamment élevé de cohérence qui est comparable à celle d'un laser. Par son rôle de conducteur de biophotons, l'ADN humain offre toutes les caractéristiques d'une antenne électromagnétique qui reçoit et transmet des informations à distance. Par sa forme en double hélice, l'ADN est une antenne électromagnétique idéale. Sa forme allongée en fait une antenne droite qui peut très bien capter des impulsions électriques. Sa forme circulaire, lorsqu'on la regarde d'en haut, en fait aussi une excellente antenne magnétique. L'énergie électromagnétique captée par l'ADN est stockée du fait que la molécule géante se met à vibrer par résonance. Ce système s'appelle un oscillateur harmonique en physique. On a découvert que la résonance de l'ADN est nettement plus élevée que dans les systèmes d'oscillateurs techniques des laboratoires de physique, ce qui signifie que les pertes d'oscillation sont minimes. Cette découverte corrobore ce qu'on suspectait déjà depuis longtemps, que l'ADN est un supraconducteur organique qui travaille à température du corps, à température ambiante du corps. L'ADN est aussi une sorte de micropuce biologique avec 3 gigabits de capacité de stockage. Cela signifie que l'ADN est capable de stocker 3 milliards de bits. Le bit, c'est l'unité de mesure de l'information. Alors l'ADN est une sorte de micropuce qui est capable d'extraire des informations électromagnétiques de son entourage, de stocker ces informations électromagnétiques et ensuite de retransmettre ces informations vers l'extérieur. Les données techniques de l'ADN en tant qu'antenne oscillatoire sont désormais bien établies. Nous savons que la molécule d'ADN située dans le noyau, l'ADN nucléaire, d'une seule cellule fait environ 2 mètres lorsqu'elle est déployée. Ce qui veut dire qu'elle a une fréquence propre de 150 MHz. Alors 150 MHz, c'est un chiffre qui est intéressant, car cette fréquence est insérée dans la bande spectrale des micro-ondes, des télécommunications et des radars. Alors nous utilisons donc pour nos appareils de communication la même bande de fréquence que l'ADN. Les ondes mobiles de télécommunication que nous employons quotidiennement peuvent donc influencer directement notre ADN. Et ça, c'est un point qu'il ne faut pas négliger. Ces ondes peuvent influencer notre ADN. L'ADN peut stocker toutes les ondes harmoniques de 150 MHz et aussi la lumière visible. Le stockage de la lumière et de l'information dans l'ADN se fait au moyen d'une onde spéciale qu'on appelle l'onde soliton ou onde solitaire qui entoure la molécule d'ADN. La découverte de la structure de l'ADN par Crick et Watson en 1953 prend
une partie de sa source dans un ouvrage publié en 1944 par le prix Nobel de physique Erwin Schrödinger. Dans son livre intitulé « Qu'est-ce que la vie ? De la physique à la biologie », Erwin Schrödinger, prix Nobel de physique en 1933, prédisait déjà l'existence d'un cristal apériodique ou quasi-cristal à l'intérieur des chromosomes. Et ce quasi-cristal obéissait aux lois de la thermodynamique, statistique et de la mécanique quantique. Aujourd'hui, nous savons que ce cristal apériodique n'est autre que la macromolécule en double hélice de l'ADN. En dehors des états solides, liquides et gazeux, le cristal liquide est le quatrième état de la matière. Donc, l'ADN est un cristal liquide. Ce quatrième état de la matière associe les propriétés d'un liquide à celles d'un solide, représenté par le cristal. Les propriétés liquides assurent une transmission quasiment instantanée de l'information, et les propriétés solides de ce cristal maintiennent la cohésion de l'information spatiale, c'est-à-dire pour l'ADN, l'ordre apériodique immuable de ses bases. L'ADN cristal liquide est extensible, global, précis, ultra rapide, et il propage l'information par changement de phase sur un mode fluide et rythmé, meublé de transitions, de bifurcations et d'émergence. L'ADN cristal liquide s'autogouverne, agit, réagit, se duplique, transcrit immédiatement à l'endroit attendu, en quantité requise, en un temps exigé, et il s'auto-répare à la perfection en corrigeant ses erreurs. Bref, c'est un petit bijou ultra perfectionné d'auto-organisation qui sait en temps réel tout ce qu'il doit faire. Dans l'ADN, les paires de bases sont arrangées comme celles d'un cristal linéaire et unidimensionnel, où chaque paire de bases est entourée seulement par deux voisines. Les 4 bases de l'ADN sont hexagonales, à l'image des cristaux de quartz. Le quartz est composé d'un arrangement extrêmement régulier d'atomes qui vibrent à une fréquence très stable. Cette particularité fait du quartz un excellent récepteur et émetteur d'ondes électromagnétiques, et c'est pourquoi il est utilisé à profusion dans les radios, les montres, les téléphones portables et la plupart des technologies électroniques modernes. Le tiers du génome humain est constitué de séquences répétitives où l'ADN devient un arrangement régulier d'atomes, c'est-à-dire un cristal apériodique qui, par analogie avec le quartz, est capable de capter autant de photons qu'il en émet. Les quartz sont des composants électroniques très répandus, conçus pour vibrer à des fréquences allant de la dizaine de kHz à quelques dizaines de MHz. Donc les quartz sont des générateurs de fréquences. Si dans sa structure fondamentale, l'ADN ressemble à un quartz et que ce dernier est un excellent récepteur-émetteur d'ondes électromagnétiques, cela pourrait vouloir signifier que notre ADN est peut-être une sorte d'instrument de communication spécialement installé dans notre corps pour maintenir le contact avec ce que, faute de mieux, j'appelle ceux qui l'ont conçu, c'est-à-dire ceux qui ont conçu l'ADN. Ou pour marquer que ce n'est qu'une hypothèse, par ceux qui l'auraient conçu, notre ADN. C'est-à-dire que notre ADN aurait pu être conçu par des scientifiques d'une civilisation extraterrestre extrêmement évoluée. Cette hypothèse a été sérieusement proposée par Francis Crick, découvreur de la structure de l'ADN en 1953 avec James Watson et prix Nobel de médecine en 1962. Cela voudrait dire que notre ADN
est sous contrôle et qu'à tout moment, ceux qui l'auraient conçu pourraient agir directement sur lui à notre insu. Alors c'est une hypothèse un petit peu fantastique, mais qui n'est pas dénuée de fondement. Nous savons aussi que chaque ADN humain est unique. Cette particularité fait que ceux, entre guillemets, c'est-à-dire les représentants d'une civilisation extraterrestre, qui contrôleraient notre ADN, sauraient exactement de quel être humain il s'agit lorsqu'ils souhaitent l'enlever à bord de leur vaisseau, par exemple ce qu'on appelle les phénomènes d'abduction ou d'enlèvement. Notre ADN serait donc une sorte d'identificateur absolu, un marqueur infaillible qui serait d'une exactitude parfaite quant au repérage et à l'identification des individus. Notre ADN serait une sorte d'interface à la fois marqueur, antenne, puce, computer, biopuce RFID, maintenant le contact permanent entre nous et ceux qui l'auraient conçu, c'est-à-dire une civilisation extraterrestre évoluée. Dans l'hypothèse, bien évidemment, où cet ADN aurait été fabriqué par des entités intelligentes issues d'une civilisation extraterrestre évoluée. Cette idée d'une connexion entre l'ADN humain et une civilisation extraterrestre est d'autant plus pertinente qu'il existe une théorie appelée panspermie dirigée ou ensemencement planétaire qui pense sérieusement que toute la vie sur la Terre aurait été apportée sous la forme de bactéries par un vaisseau spatial automatique de type sonde de Von Neumann et qui serait originaire d'un autre système stellaire de notre galaxie. Et Francis Crick pensait sérieusement que cette hypothèse était fondée scientifiquement. Cette idée audacieuse n'est pas née de l'imagination débridée d'un écrivain de science-fiction, mais des travaux d'un des plus grands savants du XXe siècle. C'est en effet Francis Crick, découvreur de la structure de l'ADN en 1953, qui défendit à l'époque cette théorie de la panspermie qui bousculait quelque peu les postulats de la science officielle, il faut bien le dire. Francis Crick pensait sérieusement que l'origine de l'ADN, par exemple, ne pouvait pas être terrestre, mais était le produit d'une sorte de bioingénierie dont la source était une civilisation exogène très évoluée. Donc il fondait son hypothèse, sa thèse, sur le fait que la molécule d'ADN est si complexe que sa création ne pouvait pas être le fruit d'un pur hasard. C'était impossible que l'ADN surgisse par hasard sur notre planète. Elle ne pouvait pas être le simple résultat de combinaisons aléatoires et hasardeuses qui se seraient produites sur de longues périodes de temps. Et ça, c'est la thèse officielle. Au contraire, l'organisation de l'ADN est si sophistiquée que nous pouvons légitimement envisager l'existence d'une intention dans la création de l'ADN, comme s'il s'agissait d'un programme élaboré et avec un but précis et, disons, des moyens assez extraordinaires dans sa conception et sa réalisation. Pour Francis Crick, l'ADN ne pouvait pas être le produit de combinaisons totalement aléatoires du point de vue des probabilités. C'est impossible. Pour lui, c'était impossible. La technologie de l'ADN, comme il l'appelait, aurait donc été intentionnellement dispersée sur notre planète il y a environ 3,85 milliards d'années, époque où serait apparue la vie sur notre planète, donc aurait été intentionnellement dispersée par des entités intelligentes extérieures à notre système solaire. C'est ce qu'on appelle la théorie de la panspermie dirigée. La naissance de la vie sur la Terre ne serait pas le résultat de combinaisons aléatoires de molécules organiques simples, ce qu'on appelle les briques ou les bases du vivant, qui seraient apparues brusquement au sein de ce que les scientifiques appellent la soupe primitive primordiale. Mais la vie serait au contraire arrivée sur Terre déjà toute formée, complète et opérationnelle sous la forme de
l'ADN. Après avoir examiné en détail toutes les caractéristiques et les propriétés de l'ADN humain, je me suis posé la question de savoir quel était le lien entre cet ADN et la conscience humaine. Alors des chercheurs, et parmi ceux-ci des scientifiques très respectés, ont émis l'hypothèse que le cerveau exercerait vis-à-vis de l'activité consciente et cognitive la fonction de filtre. Ce n'est pas le cerveau qui produirait la conscience, mais le cerveau serait au contraire un filtre. Certains de ces scientifiques pensent même que le cerveau serait l'équivalent d'une sorte de poste de télévision, donc un simple récepteur en quelque sorte, qui capterait les ondes porteuses des informations extérieures. La conscience serait fondamentalement une onde, entre guillemets, qui serait captée par un récepteur qui est notre cerveau. Loin d'être l'organe producteur de la pensée et de la conscience, le cerveau serait au contraire ce qui empêche la pensée et la conscience de fonctionner à plein. De nombreuses personnes qui ont vécu ce qu'on appelle une expérience de mort imminente, une EMI par exemple, confirment le fait que la conscience fonctionne en dehors du cerveau, puisqu'ils font ce qu'on appelle des sorties hors du corps. Hors du cerveau, la conscience semble avoir beaucoup plus de possibilités et éprouve beaucoup plus de liberté. En définitive, le cerveau serait l'organe permettant l'adaptation de notre conscience à l'univers matériel, avec ses lois soumises aux contraintes de l'espace et du temps. Le cerveau serait ce qui permet à la conscience de se manifester et d'agir dans notre univers matériel et spatio-temporel. La conscience se servirait du cerveau comme d'un outil d'adaptation au monde physique. L'étude approfondie des expériences de mort imminente montre de façon indiscutable que la nature réelle et fondamentale de la conscience humaine est lumineuse. La lumière de la conscience, c'est la lumière qui n'aveugle pas et qui ne brûle pas, comme le relatent tous ceux qui ont vécu une expérience de mort imminente. C'est celle qui a été vue par les grands mystiques chrétiens, par exemple, et ceux qui ont vécu donc une expérience de mort imminente lors de ce qu'on appelle la phase transcendante de ces expériences. Toutes ces expériences mystiques, expériences de mort imminente, montrent que notre conscience est lumineuse, notre conscience est lumière. Il n'y a pas de différence de nature entre notre conscience et cette lumière vue par les mystiques et ceux qui ont vécu une expérience de mort imminente. Nous sommes une parcelle incarnée dans un corps physique de cette lumière de la conscience. Comme le disent toutes les traditions spirituelles de l'humanité, nous sommes une parcelle et une étincelle de la lumière divine. La lumière de la conscience n'est pas la lumière physique, visible dans notre univers, c'est-à-dire ce que j'appelle la lumière photonique, qui est constituée de photons. Cette lumière est d'une autre nature. En approfondissant les caractéristiques de la lumière au travers des témoignages des personnes qui ont vécu une expérience de mort imminente, nous comprenons que si notre conscience est lumière, cette lumière est aussi la vie. Notre corps est vivant parce qu'il est animé de l'intérieur par cette lumière. Lumière, conscience et vie ne forment en définitive qu'une seule et même réalité fondamentale. Ce qui fait notre réalité essentielle n'est pas de ce monde. Une part de nous-mêmes échappe au temps, à l'espace et à la matière. Cela implique que ce que j'appelle la conscience lumière est située en dehors de notre corps physique, de notre univers physique. Nous sommes vivants pas seulement parce que nous avons un corps biologique formé de cellules et d'organes, mais nous sommes vivants surtout parce que ce corps est animé de l'intérieur, si je puis dire, par notre lumière conscience. Dès lors que nous admettons que c'est la conscience lumière qui est la source de la vie dans notre corps, dans notre organisme, la question qui se pose est celle de savoir comment s'opère le lien entre cette conscience lumière et notre corps physique. À quel endroit, si je puis dire, dans quel espace exactement, se fait la jonction entre la conscience immatérielle, lumineuse et non locale, et le corps physique,
de l'être humain. Selon moi, et c'est une hypothèse, c'est dans l'ADN que s'effectue cette jonction entre le corps physique et ce que j'appelle la conscience lumière. C'est dans notre ADN que se trouve l'interface entre les deux. L'ADN est au cœur de tous les organismes vivants de notre planète. L'ADN est au cœur de chacune de nos cellules, qui en comptent 100 000 milliards. Sans ADN, la vie telle que nous la connaissons sur notre planète n'existerait pas. C'est l'ADN qui est l'agent à partir duquel se forme la diversité du vivant. Il est donc logique de supposer que c'est là, au cœur du vivant, dans notre ADN, que s'effectuent les échanges entre la conscience lumière et le corps physique. Dans mon étude, je formule les 5 points suivants qui sont centraux pour comprendre la fonction de l'ADN qui, pour moi, serait l'interface entre le corps physique et la conscience lumière. Alors ces 5 points sont les suivants. Premièrement, c'est la forme même de l'ADN en double hélice, forme de double hélice, c'est-à-dire sa géométrie si spécifique qui forme un espace, ce que j'appelle un espace de confinement idéal. Deuxièmement, l'ADN est un cristal liquide apériodique. Les propriétés liquides assurent, comme on l'a vu, une transmission quasi instantanée de l'information, et les propriétés solides, c'est-à-dire les 4 bases de l'ADN, maintiennent la cohésion de l'information spatiale. L'ADN est un cristal liquide apériodique, extensible, global, précis, ultra rapide, et il regroupe l'information par changement de phase sur un mode fluide, musclé et rythmé. Troisièmement, l'extrême complexité de l'ADN, je rappelle 3,2 milliards de bases, n'est pas le fruit du hasard, mais au contraire le résultat d'une intention consciente. Le résultat d'une intention consciente. Quatrièmement, l'ADN est au cœur et au centre de toute la vie sur notre planète. Sans ADN, la vie telle que nous la connaissons sur Terre n'existerait pas. Cinquièmement, enfin, l'ADN porte une information sous la forme d'un code, le code génétique, qui n'est que l'émanation d'un autre mystérieux code que j'appelle le code source. Et le fait que l'ADN présente la forme d'une double hélice n'est pas anodin. Je vois dans cette forme particulière une sorte, je dirais, de piège pour la conscience lumière, ou c'est plutôt dans cette forme hélicoïdale, en double hélice, que se manifesterait la conscience lumière. La forme en double hélice de l'ADN serait une espèce d'espace courbe de confinement, replié sur lui-même, qui a les mêmes caractéristiques, les mêmes propriétés que celles de ce qu'on appelle un tore hélicoïdal. C'est dans cet espace interne de l'ADN que serait confinée la conscience lumière. L'ADN est le siège central de la conscience cellulaire chez tous les êtres vivants. C'est ce qui permet de comprendre que tous les êtres vivants sont connectés entre eux par leur ADN. Comme la conscience lumière est non locale, cette particularité explique pourquoi toutes les cellules du corps humain sont connectées les unes avec les autres et que notre corps est connecté aux autres corps de notre planète. La forme en double hélice de l'ADN est un espace courbe de confinement qui est replié sur lui-même et qui a les mêmes caractéristiques, selon moi, que celles d'un tore hélicoïdal. Et c'est dans cet espace interne de l'ADN central qu'est confinée, en quelque sorte, la conscience lumière. La lumière cohérente des biophotons est utilisée comme moyen de communication dans l'ensemble des organismes vivants, les plantes et les animaux. La lumière cohérente des biophotons établit des communications entre l'ADN et la cellule, entre les cellules elles-mêmes et entre les organes internes du corps humain.
Cette communication se fait par l'intermédiaire des biophotons, c'est-à-dire une lumière à base de photons. Ce n'est pas la conscience lumière. L'organisme entier formerait un flot complexe d'informations dans lequel chaque cellule et chaque organe réagirait à un flux de messages électromagnétiques ininterrompus. L'organisme vivant serait un système de communication complexe où la lumière cohérente, de type laser, lierait toutes les activités métaboliques et de transformation. La cohérence même de la lumière agirait alors pour préserver la cohérence d'un organisme vivant en perpétuel changement. La lumière représenterait une information active, globale et efficace qui se répandrait à travers toute la cellule et l'organisme entier et coordonnerait toutes ses actions. Dans mon étude, je formule l'hypothèse selon laquelle le lien entre le corps physique matériel et la conscience lumière s'effectuerait au cœur même de l'ADN. Pour l'expliquer, je propose un modèle d'ADN composé en 3 grandes structures ou en 3 grandes couches qui sont intimement liées les unes aux autres. La première structure, la couche A, est l'ADN tel qu'il est décrit par la science et qu'on connaît bien. C'est la structure matérielle externe de l'ADN en double hélice, en forme de double hélice. La structure en double hélice de l'ADN formerait, dans l'hypothèse que je formule, une sorte de ce qu'on appelle un stellarator biologique, en comparaison d'un stellarator physique, capable de créer un vortex dans lequel serait confinée la conscience lumière. Enfin, confinée, dans lequel se trouverait la conscience ou circulerait la conscience lumière. Cette structure externe représente, je dirais, les fondations et les bases physiques de mon modèle. Ce socle physique est ce qu'on appelle l'ADN cristal liquide apériodique, dont nous avons montré précédemment les propriétés absolument extraordinaires. La deuxième structure, la couche B, est constituée par le système d'émission et de captation des biophotons. Alors les biophotons, comme on l'a vu, sont le vecteur des échanges informationnels globaux. Ils concourent à l'unité supérieure de l'organisme vivant. Les biophotons jouent un rôle d'intermédiaire entre la structure matérielle externe, la double hélice de l'ADN, et la conscience lumière qui est située au centre. Enfin, la troisième structure, la couche C, qui est la plus mystérieuse aussi de ces 3 couches, de ces 3 structures, est celle de la conscience lumière qui circule de haut en bas au centre de l'ADN cristal liquide apériodique. L'ADN aussi qui est, on peut dire, une espèce d'échelle entre le ciel et la terre. La conscience lumière est pour moi de l'information pure dont l'origine est située en dehors de l'espace et du temps. La forme en double hélice de l'ADN assurerait donc une espèce de confinement et de circulation dans toute la molécule, la macromolécule, de la conscience lumière. Alors le schéma que je viens d'exposer brièvement paraît simple, mais il manque quand même quelque chose de fondamental pour qu'il puisse fonctionner. Et ce quelque chose, c'est ce que j'appelle un substrat, une espèce de structure fondamentale, d'où seraient issus les biophotons. Parce que les biophotons, ils naissent pas ex nihilo du néant. Il faut bien qu'ils aient un substrat pour apparaître. Alors, comme on l'a vu pour les systèmes biologiques en général, l'ADN est un système quantique dans lequel la conscience lumière est un observateur conscient qui opère ce qu'on appelle en physique quantique la réduction du paquet d'ondes et génère alors les biophotons. Dans ce modèle, le système quantique est naturellement capable d'effectuer la transition entre le monde quantique, c'est-à-dire le monde microscopique, le monde au niveau des atomes, et notre réalité
physique habituel, c'est-à-dire le monde macroscopique. La relation entre les deux se ferait grâce à l'ADN. Dans le modèle que je propose, le cœur de la structure de l'ADN est la conscience lumière qui est, je le rappelle, de l'information pure. C'est de ce cœur et de ce centre que partent toutes les informations qui font fonctionner l'ADN, et par voie de conséquence, la totalité de l'organisme vivant. Les tissus, les organes, la circulation sanguine, les nerfs, la perception, les organes des sens, etc. Sans la conscience lumière, aucun organisme vivant, et surtout l'être humain, ne peut vivre. Toute la vie sur notre planète a son origine dans la conscience lumière, et se sert de l'ADN pour se manifester vers l'extérieur. Ce n'est pas l'arrangement complexe des molécules qui crée la vie, c'est l'information, la nature même, qui est la nature même de la conscience lumière, qui anime de l'intérieur ces molécules complexes et leur donne la vie. Il n'y a rien de mécanique dans la vie, il n'y a rien d'automatique. La vie n'est pas une machine complexe. Rien n'est plus éloigné de la vie que tout ce qui est mécanique, automatique. La vie est au contraire une réalité dynamique, toujours en mouvement, en bouleversement, une réalité subtile, fluide, plastique, basée sur un système informationnel fondamental situé au cœur de notre ADN. Et ce système informationnel fondamental est ce que j'appelle la conscience lumière. Alors nous verrons dans une prochaine vidéo les liens qui existent entre la conscience lumière située au cœur de notre ADN et ce que les spirituels, les mystiques, et même ceux qui ont vécu une expérience de mort imminente, peuvent appeler ce qu'on appelle le corps de gloire ou le corps de lumière, Nous verrons aussi que l'énigme du linceul de Turin, qui est pour moi le témoignage de la résurrection du Christ, peut s'expliquer par une sorte de flash lumineux, intense, provoqué par la désintégration subite, instantanée, de l'ADN du corps du Christ. C'est une hypothèse qui est émise par certains scientifiques. Alors dans notre prochaine vidéo, nous verrons que les mystères de l'ADN n'ont pas fini de nous étonner. À bientôt, merci.